Bonjour et bienvenue à ce premier rendez-vous de Parlez-vous public. Parlez-vous public est une émission proposée par VK. Parlez-vous public, c'est un format court autour des enjeux de la fonction publique territoriale et de l'action publique locale avec deux invités. Pour ce premier rendez-vous, les prochaines municipales de mars 2020 nous sont apparues comme un sujet incontournable dont les enjeux sont multiples pour les candidats et pour leurs équipes. Parmi les enjeux qui émergent des différents sondages proposés par les différents instituts, dans la presse nationale, dans la presse locale et dans la presse professionnelle, qui d'ailleurs n'ont pas toujours classé ces enjeux dans le même ordre, il nous a fallu choisir, et nous avons choisi trois d'entre eux, la place de l'intercommunalité, le rôle du citoyen et l'enjeu du périurbain, avec en filigrane, dans nos échanges, une question: quelle différence y a-t-il entre le scrutin de 2020 et le scrutin de 2014 ? Et pour en parler, deux invités, Béatrice Gibelin, bonjour. Géographe, spécialiste de géopolitique, professeur émérite des universités. Vous avez fondé l'Institut français de géopolitique. Vous dirigez depuis 2006 la revue de géographie et de géopolitique Hérodote. Et Jean-François Danneluc, directeur de cabinet du maire de Strasbourg et du président de l'Eurométropole. Et vous êtes également directeur général adjoint en charge du pôle communication et relations internationales. Mais je me tourne d'abord vers vous, Béatrice Gibelin. En 2014, l'intercommunalité a été, d'une certaine manière, la grande absente du scrutin. Pensez-vous qu'il en sera de même dans le prochain scrutin, en 2020 ? Et est-ce que la question repose exclusivement sur la non-politisation des enjeux communautaires ou, selon vous, y a-t-il d'autres facteurs ? Je pense qu'elle sera encore sans doute la grande absente, sans doute un peu moins. Ne serait-ce que parce qu'un certain nombre de grandes métropoles, je pense Lyon par exemple, qui fait déjà débat sur une rivalité entre un président de métropole et un maire de Lyon, ou sur Marseille, où on risque d'y avoir aussi peut-être un débat lié à la métropole. Mais je prends le cas de Lille, on ne parle que de l'élection du maire de Lille, on ne parle absolument pas de la communauté urbaine de Lille. Donc je pense, ne serait-ce qu'à travers ces exemples-là, alors Paris c'est encore plus flagrant, parce qu'on fait un grand Paris et on ne parle absolument pas de qui pourrait diriger sérieusement ce grand Paris, on ne parle que du maire de Paris. Hidalgo, pas Hidalgo, c'est tout là qu'est le débat. Donc je pense vraiment que l'intercommunalité va encore être peu traitée. Le type d'élection des élus communautaires y est pour beaucoup, parce qu'on élit un maire et sa liste, et même si on voit que certains des élus seront effectivement aux différentes intercommunalités, on ne l'investit pas de la même façon. Mais l'histoire en France des citoyens par rapport à leur commune est une histoire qui date de la Révolution française et on ne l'efface pas comme ça. Donc je pense effectivement, tant qu'on ne changera pas le mode d'élection véritablement des intercommunalités, quelle que soit l'importance des pouvoirs qu'on leur donne et des nombres de compétences qu'on leur accorde, je pense qu'effectivement, le débat ne sera pas encore démocratique aussi important qu'il devrait l'être, de mon point de vue. Et de votre point de vue, est-ce que la question se pose de la même manière entre les grandes métropoles, et cette question, je la poserai également à Jean-François Danneluc, dans les grandes métropoles ou dans les plus petites intercos, communautés de communes ou communautés d'agglomération ? Alors, elle ne se pose pas de la même manière, c'est bien évident. Sous l'angle politique. Oui, sous l'angle politique, parce qu'il y a bien évidemment des rapports de force qui sont d'une importance considérablement plus grande quand on est dans une intercommunalité, communauté urbaine comme Lille, où c'est quand même de l'ordre au-delà du million d'habitants. C'est pareil pour Lyon, ça sera pareil pour Marseille. Donc les enjeux sont effectivement extrêmement importants. J'ajouterais que dans le cas de Lyon, si vous voulez, la métropole couvre à peu près tout le département. Donc il reste presque plus rien pour le département. C'est pas le cas dans le cas du Nord, par exemple, où le département du Nord continue à peser par rapport à la métropole. Marseille et les Bouches-du-Rhône, c'est un peu la même chose. C'est que Lyon, c'est-à-dire c'est une grande commune avec une métropole importante et un département qui devient presque croupion dans le cas des Bouches-du-Rhône. Donc il est évident que là, les rapports de force politique, les égos des différents élus prennent une importance beaucoup plus grande que quand on est dans une communauté de communes qui est de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'habitants, voire moins pour un grand nombre d'entre elles. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas les mettre exactement au même niveau. Néanmoins, on tient énormément
à son maire, même si on sait qu'une commune de 500, 600 habitants, elle n'a pas beaucoup de moyens pour faire un certain nombre de choses et qu'il est plus raisonnable de travailler au niveau de l'intercommunalité. Mais regardez la difficulté des fusions de communes. Les fusions de communes sont dérisoires, elles existent dans l'Ouest. Parce que l'Ouest de la France est une grande tradition, effectivement, héritée, j'allais dire, d'une formation démocrate chrétienne, d'une certaine façon, où la coopération est ancienne. Les mutuelles, elles naissent dans l'ouest de la France, elles naissent pas au nord, elles naissent même pas à l'est. Et ce soubassement, si vous voulez, culturel, sociologique et politique, au-delà des déplacements de population, reste un terreau important. Et au fond, c'est dans l'ouest qu'on a le plus grand nombre de fusions de communes volontaires. Quand on regarde une carte de France, c'est extrêmement intéressant. Et le reste, on y est extrêmement attaché, si vous voulez. Parce qu'on a toujours peur de perdre quelque chose si on fusionne avec plus grand que soi. Puis je dirais que ça prend aussi le souci d'une forme de besoin de proximité. On l'a vu avec le débat des Gilets jaunes réclamant des services publics. On l'évoquera. On l'évoquera, on y reviendra. Mais je pense que c'est important un des problèmes qu'a la France, c'est d'être un très grand territoire. C'est quand même le plus grand territoire de tous les États européens, il faut peut-être le rappeler, peu peuplé. Et que quand on est avec des densités à 10 habitants au kilomètre carré, c'est difficile de maintenir toute une vie, toute une dynamique. La moyenne de la France, c'est quoi ? 110 habitants au kilomètre carré ou 115 habitants au kilomètre carré aujourd'hui ? C'est 300 en Allemagne. Vous savez, il faut avoir ces éléments-là en tête pour aussi penser la politique des municipales. Cette mise en perspective était intéressante. Jean-François Lanneluc, sur cette question de la place de l'intercommunalité dans le prochain scrutin, en comparaison avec 2014, avec votre connaissance, vous, de différentes métropoles, dont Lyon, que vous évoquiez tout à l'heure, mais aussi peut-être des plus petites intercos. Alors, je partage complètement l'agnostic qui consiste à dire que les métropoles, ou les intercommunalités en général, resteront de grandes absentes du prochain scrutin, compte tenu de la réalité de leurs compétences aujourd'hui. Parce que les compétences des intercos et des métropoles aujourd'hui ne sont pas que techniques. Il n'y a pas que l'eau, l'assainissement et compagnie. Il y a aujourd'hui l'urbanisme et franchement... le logement, bien entendu, le développement économique. Donc là, ce sont vraiment des choix qui sont des choix très, très politiques. On le voit bien. Aujourd'hui, les clivages politiques de gestion de territoire, ils se font beaucoup autour du mode de développement de la cité. Donc, de compétences qui procèdent effectivement des intercommunalités. Alors, que s'est-il passé ? Pourquoi est-on dans cette situation ? En fait, la loi MAPTAM n'est pas allée assez loin de ce point de vue. Aujourd'hui, on a des intercommunalités qui ont gardé un statut qui est celui de PCI, d'établissement public de coopération intercommunale. Quelle est la définition d'un EPCI sur un plan institutionnel ? C'est une machine à produire des services pour le compte des maires. Bon. Quand on dit ça à un président d'agglomération, il l'entend rarement de la même façon. Mais c'est une réalité institutionnelle. Et aujourd'hui, c'est vrai que dès lors qu'il n'y a pas de scrutin direct pour les agglomérations, il y a une certaine inexistence de l'agglomération dans le débat électoral. Il y a l'attachement profond, effectivement, des citoyens français à leur maire. En plus, on voit bien que le statut de maire reste un statut très particulier sur l'échelle de l'ensemble des mandats politiques en France. Et je crois que c'est un fait. On en reparlera lors des questions suivantes, mais quand on regarde la seule métropole qui fera l'objet d'une élection suffrage universel, c'est Lyon. Et Lyon a adopté un système, enfin le gouvernement, c'est pas Lyon, c'est pas le territoire de Lyon évidemment, a adopté un système électif, franchement qui est incompréhensible, avec 9 circonscriptions, qui n'épousent en aucune façon quelques circonscriptions qui existent aujourd'hui, qu'il s'agisse d'arrondissements, qu'il s'agisse de cantons, ou qu'il s'agisse de circonscriptions législatives. Comment peut-on comprendre ? Je crois qu'il y a d'autres solutions. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est objectivement dans une sorte d'impasse démocratique par rapport à cette question de la présence de l'intercommunalité dans le débat politique. Est-ce qu'il n'existe pas déjà à l'intérieur même des conseils municipaux, 500 000 conseillers municipaux à peu près en France, à l'intérieur même des conseils municipaux, une méconnaissance même de l'interco dans les petites et moyennes communes ? Oui, c'est évident. C'est évident. Avec les conséquences que ça peut... Bien entendu, il y a une méconnaissance et il y a une très grande méconnaissance chez les citoyens. Aujourd'hui, le réflexe du citoyen, on dit toujours que le citoyen, il connaît le maire et le président de la République.
Mais naturellement, quand il a un problème de propreté, il ne s'interroge pas pour savoir si c'est la métropole qui s'occupe de la propreté ou pas. Mais il s'adresse naturellement au maire. De la même façon, quand il y a un problème de sécurité, il va plutôt s'adresser au maire qu'au préfet, même si c'est une compétence de l'État. Mais voilà, on est aujourd'hui, mais depuis très longtemps, vous le disiez, depuis la Révolution, la commune est, on va dire, l'entité de référence pour les habitants. Alors on a parlé du maire et des citoyens. Il y a eu ce fameux effet gilet jaune cité et repris dans la presse très largement, mais en tout cas qui signifie une véritable demande forte de démocratie directe de la part de nos citoyens. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, avec ce que vous venez d'évoquer, qu'on puisse signer un maire, un blanc-seing, je dirais, de 6 ans, sans jamais revenir sur le sujet, justement à un moment où certaines personnes prennent conscience que le pouvoir des maires, en tout cas sur leur territoire, est le pouvoir un des plus forts de tous les élus locaux. Jean-François Lannay. Alors, tout d'abord, il est vrai que le maire a un pouvoir extraordinaire. Voilà. Et il exerce des compétences qui ont un impact très direct sur le public. Donc, beaucoup de pouvoir et un gros impact sur le public. Bon, effectivement, ça cristallise des choses qui sont très fortes. Alors, est-ce que pour autant, il faut aller jusqu'à s'interroger sur la légitimité, en quelque sorte, qu'un maire aurait à gérer son territoire pendant 6 années sans revenir de temps en temps vers le citoyen? Je pense qu'il faut faire très attention. J'ai eu de nombreuses expériences dans lesquelles je pense que nous n'aurions pas su faire face à des effets de démocratie directe forte. Parce que la démocratie directe, c'est quand même aussi beaucoup la parole du plus fort et la parole de celui qui crie le plus. Je prends un exemple qui me paraît significatif. Je suis arrivé à Strasbourg en 1991, à une époque où nous entamions un chantier de tramway et une transformation assez radicale du fonctionnement de la ville, notamment sur le plan des mobilités. C'était une époque très difficile. Et à l'époque, si on avait fonctionné en démocratie directe, il est évident qu'on n'aurait jamais fait le tramway, on n'aurait jamais fait les travaux. Une fois que le tramway a été mis en place, inauguré en novembre 1994 pour la première ligne, en 6 mois, il y avait un basculement total. Et les gens ont élu à l'époque Catherine Trautmann, maire de Strasbourg, dès le premier tour de l'élection avec 8 listes. Et 2 ans avant, ils ne la supportaient pas parce qu'elle incarnait un chantier. Voilà. Mais il y a eu un effet tramway. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un chantier, et les grands chantiers prennent 6 ans aujourd'hui. Bien. Est-ce que l'on peut revenir en permanence, tous les ans, tous les 2 ans ou tous les 3 ans vers les citoyens pour leur dire est-ce que les engagements que je me suis engagé à prendre, c'est le cas de dire, pendant la campagne, les promesses que j'ai faites, je les tiens, est-ce que j'ai raison de les tenir? J'ai pris l'engagement d'un tramway, 3 ans après, je reviens et c'est quand même très difficile. Je crois en revanche à une forme de démocratie participative. Je fais bien la différence entre démocratie directe et démocratie participative, avec des instances qui sont des instances de dialogue et de démocratie. Il y a plein de systèmes qui permettent aux citoyens de s'exprimer, mais il y a des choses intangibles. Et la limite de la démocratie pendant l'exercice du mandat, parce que le maire, il est quand même élu au suffrage universel, il a cette légitimité, bien entendu. Pour moi, la limite de ça doit être fixée dans un cadre. Et souvent, il y a une méconnaissance et une mésentente sur le cadre. Il y a des choses qui sont négociables avec le citoyen pendant un mandat, et il y a des choses qui ne sont pas négociables. Les grands projets qui ont fait l'objet de discussions à l'occasion de l'élection municipale doivent être conduits. Il y a eu un engagement, les gens ont choisi. Bien sûr, il y aura des années de nuisance, puis après, il y aura des années fructueuses. Mais on ne peut pas en permanence interroger le public sur ces sujets-là. Il y a des choses à aménager. Il y a, je le redis, dans le cadre de la démocratie participative, il y a de la possibilité de dialoguer avec les citoyens sans toutefois remettre en cause en permanence des engagements qui ont été pris en début de mandat. Béatrice Gébelin, sur ce sujet-là, et sur les propos également de Jean-François Lannay. Alors moi, je souscris totalement aux propos qui viennent d'être tenus. On ne peut pas sans arrêt remettre en question des engagements et des programmes qui sont décidés. C'est beaucoup d'argent. C'est des budgets qu'on a négociés pendant longtemps. Puis il faut attendre d'aller au bout. L'aménagement du territoire, c'est du temps. Bon. Et donc, si on le remet en cause tout le temps, parce que qui va prendre la parole dans cette démocratie directe? Ceux qui ne sont pas contents.
parce que ça les gêne, parce que voilà. Mais c'est pas la majorité. Regardez, on parle beaucoup de démocratie participative. Vous avez dit que c'était une demande des Gilets jaunes. C'était pas une demande des Gilets jaunes du tout au début. Je parlais des faits. Bon, oui, des faits. Voilà, là vous avez, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un certain nombre de militants se sont intéressés aux Gilets jaunes, on a commencé à voir monter cette demande de démocratie participative. Mais regardez, si vous prenez les conseils de quartier, si vous prenez les débats publics quand il y a un grand aménagement, mais quelle est la participation des citoyens ? Elle est faible. Et qui participe ? Écoutez, je vais peut-être choquer, mais enfin, essentiellement des jeunes retraités avec un assez bon niveau culturel. Parce qu'ils ont du temps, ils veulent quand même garder un peu une activité, c'est un engagement. Mais quand il faut ressortir le soir pour aller débattre, et que c'est le mois de novembre et qu'il tombe des cordes, vous n'aurez pas la masse des gens pour y venir non plus. Donc il faut faire attention à ce discours-là qui est très séduisant. Et là, je souscris tout à fait d'accord avec vous. Il y a des efforts à faire. Il y a peut-être des contre-pouvoirs, peut-être, qui pourraient mieux s'exercer au cours des 6 ans, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des maires. Vous savez, être maire, c'est 24 heures sur 24 pendant 6 ans. Donc, il y faut des personnalités assez fortes. On voit toujours, si vous voulez, je trouve qu'on est trop critique vis-à-vis des élus. C'est un métier difficile. Et c'est un métier qui demande beaucoup aussi d'abnégation. Alors, c'est vrai qu'il y faut des grands égos, on le sait, si on pense à Frêche. Bon, moi, j'ai bien connu Pierre Mauroy, c'était pas non plus un égo aussi débordant que celui-là, néanmoins, mais qui avait un grand sens de l'intérêt commun. Mais il a résisté, par exemple, sur l'aménagement de Rallil, il a laissé en chantier toute la sortie de la gare de Lille Centre pendant des années. Que n'a-t-on pas dit ? Que n'a-t-on pas dit ? Et il n'a pas cédé, jusqu'au moment où il a pu lancer son grand projet de Rallil. Alors, on peut en contester certains aspects, mais cet aménagement du territoire, il l'a mené jusqu'au bout pour en faire une capitale régionale, on va dire transfrontalière d'une certaine façon. Et comment il s'est battu pour obtenir d'avoir le TGV dans l'île quand la SNCF ne voulait pas qu'il y soit. Et si on avait eu une démocratie participative, je ne suis pas sûre, d'abord, quel aurait été le périmètre qu'on aurait pris pour que les gens donnent leur avis, déjà. Le maire de Roubaix était contre, le maire de Tourcoing était contre, parce qu'il disait c'est tout pour l'île et rien pour nous. Vous ne pouvez pas faire de l'aménagement du territoire comme ça. Et donc il faut être prudent avec cette démocratie participative, il faut l'encadrer et il faut déterminer les terrains sur lesquels on peut la faire. Mais on ne peut pas le faire pour tout le temps, sinon, comme disait le général de Gaulle, ça sera la chienlit. Question courte à tous les deux. Est-ce que la direction générale d'une collectivité peut faire partie de ces contre-pouvoirs ? Ou est-ce qu'elle doit rester dans une neutralité totale ? C'est une bonne question. Moi, je pense qu'elle peut y être en tant qu'observateur, déjà, de façon à prendre le pouls de cette citoyenneté, si vous voulez. Et après, mais je ne pense pas qu'elle puisse participer à une délibération. Je pense que là, on prendrait des risques importants. Mais il y a... on évolue dans des environnements juridiques qui sont objectivement des contre-pouvoirs, en tout cas, qui permettent de borner l'action du Ça borne plus que c'est un contre-pouvoir, c'est ça. Quand même. Hein. Et disons que ça permet d'éviter des dérapages, et que de ce point de vue, l'administration générale a son rôle à jouer, puisqu'il y a une conformité à la loi et à notre environnement juridique qu'il faut naturellement respecter, et la direction générale est là pour ça. Pas que pour ça, bien entendu, mais elle est aussi là pour ça, pour dire, stop. Attention. Voilà, stop, là on est hors des clous. Est-ce qu'il n'y a pas, puisqu'on parle des citoyens, parlons de certains citoyens, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu particulier dans ce futur scrutin, qui avait déjà commencé dans le précédent, qui est celui de ce qu'on appelle le périurbain, ce qu'on appelle aussi communément la deuxième couronne des agglomérations, que les candidats parfois connaissent assez mal, qui est peuplé de personnes... qu'on peut qualifier à la fois de nomades et de sédentaires, c'est un peu sédentarisé d'office, etc., et qui sont peut-être, d'une certaine manière, je dirais, moins concernées par leur territoire. Elles sont moins concernées parce qu'elles viennent d'y arriver, souvent. Oui. Une fois qu'elles y seront installées, elles seront tout aussi concernées que les autres. Alors, là, je parle du scrutin de 2020. Oui, du scrutin de 2020. Venant d'y arriver, ils seront sans doute moins concernés. Mais vous savez, l'abstention municipale,
Elle est à la hausse partout. En 2014, il y avait un électeur sur 3 qui n'était pas allé voter au municipal. Donc, ce n'est pas non plus qu'un phénomène de périurbanisation. Alors, il y a effectivement le fait qu'on doive aller s'inscrire sur les listes électorales. Vous venez d'emménager, vous êtes un jeune couple avec des enfants, ce n'est pas à ça que vous allez penser forcément tout de suite. Donc, il y a peut-être une solution qui est de dire on inscrit d'office tous ceux qui arrivent sur la commune, ils sont inscrits sur les listes électorales et ils pourront y aller. C'est peut-être pour faciliter. Moi, je serais quand même néanmoins prudente, si vous voulez. D'abord, j'aime pas trop nomades et sédentaires, parce que ces gens sont des sédentaires. Voilà, et c'est pas parce qu'ils viennent d'arriver qu'ils sont nomades. Et par ailleurs, c'est aussi une fonction quand même de niveau socio-culturel. Si vous êtes engagé déjà militants, parents d'élèves ou tout ce que vous voudrez, vous irez vous inscrire sur les listes électorales et vous irez voter. Vous pouvez aussi voir ça de loin et dire de toute façon ça change jamais, c'est toujours pareil, c'est pas la peine, tous pourris ou je sais pas quoi. Et là vous n'irez pas. Donc c'est pas seulement le lieu et seulement l'arrivée, même si ça joue, vous avez raison. Je pense qu'il y a aussi tout un autre environnement qui est important. Et puis si vous arrivez dans une commune où il y a un débat justement, parce que on va faire passer la ligne de tramway ou parce qu'on va avoir un équipement important, alors là, vous allez vous mobiliser beaucoup plus facilement. Donc, il faut prendre en compte les contextes dans lesquels les choses se passent avant de dire, au fond, ils se désintéressent, ils ne connaissent pas bien leur territoire et ils ne sont pas investis. Je crois que c'est pas juste. Le fait de ne plus payer de taxes d'habitation va peut-être aussi vous pousser à ce qu'ils s'éloignent, parce que quand vous avez une taxe d'habitation élevée, là, vous allez vous mobiliser. Donc c'est peut-être un aspect à prendre en compte. Mais il faut aussi un peu du temps pour prendre ses marques, tout simplement. Jean-François Lanoux, sur ce sujet-là, avec votre connaissance de la métropole de Strasbourg, mais peut-être également de Lyon, et puis d'autres informations. Je crois que il est vrai que les communes de deuxième couronne, elles sont peuplées de gens qui soit sont des résidents, de quelques gens qui sont là depuis longtemps, qui y travaillent, qui y vivent, et puis de beaucoup de gens qui consomment les services de la ville-centre, qui travaillent dans la ville-centre, et qui du coup sont effectivement un peu nomades. J'avais pris le sens du mot nomade de cette façon-là, même si c'est pas loin de tout ça, mais c'est de la deuxième couronne à la ville-centre. Alors évidemment, une personne qui va consommer les services de la ville-centre, même si elle habite dans la deuxième couronne, elle se sentira davantage et plus proche de l'identité de la ville-centre, parce que c'est là qu'elle ira au musée, à l'opéra, au concert, que les enfants iront au conservatoire de musique, que je ne sais quoi. Et incontestablement, ça crée derrière des problèmes d'identité du territoire liés à la commune de deuxième couronne. C'est un phénomène qui existe, il ne faut pas le nier. Comment faire face à ça ? Je crois que, en réalité, si on combine la première question, qui est celle de la place de l'intercommunalité dans la perspective de 2020, et celle de la question de la deuxième couronne, on s'aperçoit qu'il y aurait besoin, franchement, en tout cas c'est mon sentiment, de passer maintenant à une vitesse supérieure en matière d'intégration. On ne peut pas garder le système que nous avons aujourd'hui, dans lequel on a des établissements publics qui, objectivement, ont des pouvoirs réels, même si des pouvoirs réels, ils ont des budgets importants, il faut aussi un tout petit peu amender ça, parce que le maire a conservé tous les pouvoirs réglementaires, et que, par exemple, si c'est au niveau d'une métropole qu'on élabore un plan local d'urbanisme, c'est le maire qui délivre le permis de construire. Que si les plans de déplacement urbain sont imaginés à l'échelle d'une métropole, c'est le maire qui décide des sens interdits par ses arrêtés. Et donc le pouvoir ultime reste celui du maire. Mais le budget le plus important, en effet, reste le plus souvent dans les métropoles et dans les intercommunalités. Comment arriver à retrouver un exercice démocratique sur l'ensemble de ces compétences et un contrôle citoyen? Quand je dis un contrôle citoyen, je parle là des élections habituelles, vous avez bien compris. Moi, je crois qu'il faut faire un pas en avant. Je ne sais pas si nous en avons la maturité aujourd'hui en France, et dessiner sur le territoire des métropoles ou des intercommunalités des communes nouvelles. Je pense que c'est la voie de la sagesse sur un plan de l'institution. Je n'imagine pas qu'on puisse multiplier des compétences différentes à des échelles différentes. La loi MAPTAM, au départ, tout comme la loi NOTRe, c'était comment on simplifie
le millefeuille administratif français. Si l'achèvement de tout ça, c'est d'arriver à une échelle supplémentaire de collectivité territoriale. C'est ce qu'on fait là. Hein. On va dans le mur. Naturellement, on ne va pas dans le bon sens. Alors, ce que je dis aujourd'hui, je sais bien que on n'est pas dans une situation de maturité qui permet de le faire. Je n'entends pas les gouvernants d'ailleurs en parler. Ça demandera beaucoup de courage. Les Allemands l'ont fait bien avant nous, mais vous aviez expliqué tout à l'heure, c'est vrai que l'Allemagne est un pays très différent, avec une densité très différente, donc avec des problèmes locaux. Une histoire qui se très posent, différente. Et une histoire très différente. Mais comment intégrer au mieux les habitants de la deuxième couronne dans l'identité, à proximité de la ville-centre, au moins dans la tête et dans l'esprit, pour qu'ils s'y sentent bien? Je pense que ça passera à un moment donné par la création des communes nouvelles qui remplaceront à la fois les communes et les agglomérations. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette première émission Parlez-vous public, organisée par VK. Et rendez-vous pour une prochaine émission qui portera sur la loi de transformation de la fonction publique.